Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de Popote, notre nouveau format hors série de course épique. On va continuer notre chemin semé d'embûches ou plus simplement de défis sur les sentiers de l'expérimentation. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur ce format pour qu'on puisse ensemble le co-construire et puis l'améliorer au fil du temps. Ce titre, je l'ai expliqué dans le premier hors-série, c'est un petit jeu de mots entre Popote, la petite tambouille, la tournée des Popotes, on en parlait tout à l'heure avec Baptiste Chassagne et Jocelyn Guillot qui sont les deux partenaires de ce format de podcast. On va parler de nutrition et de course à pied. Voilà, l'idée c'est de le faire de façon ludique mais aussi hédoniste. On va parler beaucoup de plaisir, ça va être le sujet de notre épisode du jour. L'alimentation, plaisir, les performances sont-elles compatibles ? Ce format donc Popote hors série de courses épiques, l'idée c'est de le partager parce que c'est comme ça que c'est meilleur, c'est ce qu'on m'a toujours appris dans la vie. Donc j'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés deux acolytes que j'aime particulièrement, à commencer par Baptiste Chassagne. Baptiste, est-ce que tu peux te présenter ? Tu as déjà été invité à plusieurs reprises dans l'épisode, mais si tu peux nous en dire un peu plus sur toi pour les auditeurs du podcast et puis sur ce que toi tu vas apporter, ta contribution sur Popote. Carrément, alors moi je m'appelle Baptiste Chassagne, j'ai 29 ans. Tout récent champion de France de trail, j'en suis vraiment hyper heureux et à côté de ça, je suis ultra trailer ou aspirant ultra trailer au sein du team CEDAS Matrix et auto-entrepreneur au sein d'une petite agence de communication que j'ai montée il y a 4 ans et qui s'appelle 40 BPM. À l'autre bout de la banquette, il y a Jocelyn Guillot qui est avec nous aujourd'hui. Jocelyn, jeune pousse, jeune talent, 24 ans, qui accompagne notamment le team CEDAS Matrix, c'est comme ça que vous êtes rencontrés, j'imagine. Jocelyn, même chose, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton profil et puis voilà, qu'est-ce que tu vas apporter et ton rôle dans cette émission Popote ? Je suis diététicien nutritionniste spécialisé en nutrition sportive, également ancien athlète de haut niveau en cyclisme, donc en National 1. Actuellement, donc j'exerce en profession libérale et j'accompagne notamment les athlètes du team CEDAS Matrix à travers leurs performances. Comment ça va, messieurs ? Très bien. Parfaitement, ça va bien. Jocelyn était en train de bâiller une demi-seconde avant que je lui pose la question. Je sais pas comment je dois interpréter ça. Ça veut dire que j'ai dû veiller pour. Ça veut dire que tu es détendu peut-être. On va l'interpréter de façon positive. Oui, j'ai donc avec moi Baptiste Chassagne qui va porter son regard d'athlète et partager avec nous ses différentes expériences pour pouvoir donner corps à tous les enseignements un peu théoriques que Jocelyn va mettre en lumière à l'occasion de nos échanges. On va retrouver plusieurs rubriques dans ce format hors série avec des clins d'œil à course épique. Donc voilà, des échanges pour un peu poser le contexte et les enjeux de cette thématique aujourd'hui, alimentation, plaisir et performance. Et puis une illustration ensuite concrète, on va parler de marathon. Et Baptiste va revenir sur une expérience notamment lors de son marathon de Lyon en 2015. Voilà, une expérience intéressante. Et puis il y a des petits clins d'œil évidemment à course épique avec la question qui fait place à la question pimentée pour l'occasion. Le poteau de la fin qui remplace le motto de la fin. Ce format va être le petit cousin très proche de course épique. Comme le veut la tradition. C'est déjà une tradition ? C'est la question, c'était la suite de ma phrase. Effectivement, c'est est-ce qu'on peut parler de tradition au bout de 2 épisodes, je ne sais pas, de 2 occurrences. Mais l'épisode 3, on pourra parler de tradition. Ouais, ok. Donc là, voilà, c'est encore, on est en train d'installer le billet de Baptiste, le billet éditorial, billet doux, billet d'humeur, un peu tout ça. Baptiste, c'est à toi d'ouvrir le bal et donc au regard de la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, de nous livrer ta lecture avec la plume qu'on te connaît. On donne le pot-top départ de l'émission. Oh. Allez, feu. Je l'ai fait déjà la première fois. Je pense que ça va être malheureusement celle-là, on y aura droit à chaque fois. Feu. Pot-au-feu. Pot-au-feu, bien sûr. Baptiste, c'est à toi pour ton billet. Incroyable. Ben, tu me mets la pression là en terminant comme ça. En introduisant comme ça. Les gars, est-ce que vous avez déjà entendu parler des recettes pompettes ? Oui. Et ben moi aujourd'hui, je vais vous évoquer une recette de compète. La recette de l'équilibre. Alors je sais pas si vous connaissez l'équilibre. Et là je vous parle pas d'un citron en trompe-l'œil de Cédric Grolet ni d'un esquimau Magnum double chocolat triple caramel. Non, je vous parle d'un savoureux gâteau dont je vous aurais bien régalé d'une tranche si toi, Guillaume, tu n'avais pas épuisé notre stock de chocobons. Et si toi, Jocelyn, ne te pensant pas à l'abri des regards indiscrets, tu n'avais pas croqué dans le dernier granola. Pour vous décrire l'équilibre, c'est une pâtisserie somme toute assez simple.
Un gâteau composé d'une génoise de plaisir et surmonté d'un nappage de performance. Genre un fond de tarte de kiff et de bien-être, généreusement garni de fruits que vous aurez récoltés à l'issue de votre effort, à la sueur de votre front. Vous voyez certainement là où je veux en venir. Ce que je souhaite traduire, par cette métaphore gourmet assez bancale, pour ne pas dire un peu trop cuite, c'est qu'à l'heure de cuisiner l'équilibre, il vous faut saisir dans le placard les bons ingrédients. Beaucoup de plaisir, des kilos de bienveillance et seulement une petite pincée de sacrifice. Les sacrifices, c'est meilleur que les salsifis, je vous jure. Mais ils sont d'une importance cruciale, ça relève tout et le rend d'autant plus appréciable. Bref, à l'heure du courir plus pour manger plus, à l'heure où l'on ne veut pas simplement être bon, mais aussi être beau, je suis heureux que tous les trois, les popotes, on tente de réconcilier le plaisir et la performance. Démontrer que ce qui fait du bien à la tête ne fait pas nécessairement mal aux jambes. Prouver qu'être apaisé en amont, vis-à-vis de sa nutrition, c'est la promesse d'être performant en aval. La loi de la montagne, la gravité de l'épanouissement. Pour donner toutes ces chances de réussir cette tentative de réconciliation, je suis heureux de vous dire qu'on a enregistré ce podcast en Suisse. Et vous ne pouvez le voir, mais Joss et Guillaume viennent d'enfiler leur casque bleu. Ils sont prêts et déterminés à mener cette mission diplomatique de la plus haute importance. Bravo. Bravo, ouais. Ouais, on l'a dit en même temps. 10 sur Incroyable. 10. Génial. Carrément. Ah, tu mets la barre très haut, ouais. là. Ouais. Merci beaucoup, Baptiste, pour cette introduction et ce billet d'une grande subtilité, comme toujours. On va poser l'enjeu de nos échanges donc, du jour, donc l'alimentation du plaisir et la performance. Jocelyn, donc, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais tu es diététicien nutritionniste. Ça veut dire quoi, se faire plaisir en termes de nutrition, déjà d'alimentation, si on pose déjà cette première brique? Ouais, alors se faire plaisir, déjà ça va être personnel à chacun. Chaque individu se fait plaisir avec des consommations différentes. Si on peut dire plaisir, l'acte de manger sans se restreindre et en profitant avec ses amis ou sa famille. Voilà, ça va venir aussi d'un point de vue nutritionnel, donc un peu plus scientifique. Ça va venir combler également nos apports et donc nous permettre de pouvoir bien effectuer son activité sportive. Pour toi, Baptiste, cette notion de performance, c'est quoi ta lecture aussi? Ça veut dire quoi être performant? Être performant, c'est atteindre l'objectif qu'on s'est fixé et de ce fait ressentir une énorme satisfaction à la concrétisation de cet objectif. Et comment savoir si c'est le bon objectif, s'il est adapté? C'est aussi parce que l'atteindre, c'est-à-dire qu'on a posé le bon aussi. Carrément, j'ai une règle très simple que je travaille avec, qui m'a été donnée par ma prep mentale, Anne Fourier, Happy Perf. C'est un bon objectif, c'est un objectif qui est ambitieux, réalisable et uniquement dépendant de soi. Donc pour faire un petit peu écho à ce qu'on racontait dans l'épisode 1, typiquement mon objectif pour les championnats de France, c'était d'avoir le sourire et la patate du début à la fin. Un objectif ambitieux, parce que quand tu sais que tu vas souffrir, garder le sourire c'est compliqué. Réalisable, parce que je sais que j'ai ça en moi, que j'aime sourire et que ça me met bien. Et dépendant uniquement de moi, peu importe les adversaires, je pouvais garder le sourire. Donc pour moi, ça me paraissait un bon objectif. Est-ce que ça veut dire que tu définis des plans si tu sens que tu le tiens pas le jour J? C'est-à-dire si la réalité des choses fait que tu n'es pas en capacité de sourire, d'avoir la patate, est-ce qu'avec Anne, tu as discuté un peu dans ces cas-là, quelles sont les choses auxquelles il faut que tu t'accroches pour essayer de renverser la tendance? Carrément, on a travaillé différents scénarios avec des portes de sortie que je peux prendre en fonction du scénario de la course. Donc quelle que soit la façon dont ça se passe, tu n'as pas, toi, exploré, tu as déjà validé les différentes options possibles et donc c'est les portes de sortie dont tu parles. Exactement, c'est exactement ça, je les ai anticipées. De ce que j'imagine, en tout cas, sur cette notion de plaisir, c'est évidemment quelque chose de très individuel, c'est ce que tu as dit, c'est très personnel, chacun le trouve là où bon lui semble. Cette notion de performance, elle est interprétable de plein de façons, il y a quand même des critères objectifs de le mesurer. Est-ce que tu peux, Jocelyn, nous expliquer certaines notions qui sont assez clés, qui pourraient être des indicateurs objectifs de son état de forme et que chacun peut observer plus ou moins facilement? Je pense en premier lieu au poids de forme. Voilà, comment est-ce qu'on le définit? Est-ce que c'est le bon objectif auquel se consacrer en premier lieu? Ouais, alors le poids de forme, c'est le poids en fait où l'athlète va se sentir équilibré aussi bien dans son corps que dans sa tête. Donc c'est là où il va se sentir le mieux. Généralement, c'est en essayant d'abaisser en fait
le tissu graisseux au maximum, tout en ayant en fait de l'énergie. Donc c'est un poids qui est difficile à atteindre et difficile à connaître parce qu'on n'a pas vraiment de formule en fait, on peut pas le déterminer comme ça, c'est en y allant à tâtons et en se faisant ses propres expériences qu'on peut le définir. Et c'est vrai que ça va pas mal évoluer en même temps par rapport à notre pratique et donc en fonction de comment on peut progresser d'une année sur l'autre. Par exemple, un poids de forme qui était là le jour J il y a peut-être 2-3 ans ne sera plus le même actuellement en fait. Donc je pense que pour la plupart des athlètes, le poids de forme, c'est se tromper un petit peu d'objectif et c'est de revoir un petit peu les bases de la nutrition, revoir toutes les notions et pouvoir travailler dessus. Quand tu dis que c'est pas nécessairement le bon objectif, c'est quoi les limites que tu y vois ou les risques possibles ? Ouais, c'est ça. Généralement, à vouloir chercher trop le poids de forme, on peut descendre trop bas, donc ça peut amener pas mal de risques. Par exemple, certains athlètes vont être sous-alimentés. Donc par exemple, il peut y avoir un risque de déficience sur certains nutriments ou bien même de carence qui serait négatif pour la performance. Également au niveau des réserves énergétiques, on a du mal à récupérer entre les séances, donc on ne recherche pas assez. Il y a un déficit calorique qui va être trop élevé par rapport à notre activité sportive et donc on peut aussi augmenter le risque de blessure et de tomber malade, donc on est plus à risque des maladies infectieuses. Est-ce que toi tu as une capacité, admettons demain je viens de voir avec Baptiste, on fait à peu près sensiblement la même taille, est-ce que de par nos morphologies ou autres, est-ce qu'il y a déjà tu as une possibilité d'identifier ce que pourrait être un poids de forme, même si on se dit que c'est pas forcément l'objectif ultime, mais est-ce que tu arrives à le déterminer selon les morphologies ou autres? Moi je fais 1m85, c'est aussi demain je pars de zéro, dans quelle amplitude se situe potentiellement mon poids de forme? Est-ce qu'il y a des règles un peu arithmétiques sur ça? Ouais, alors il y a quelques règles en fait, comme tu dis, ça va dépendre d'où on part. Certes, il y a le poids, mais donc du coup l'idée ça va être de coupler avec d'autres mesures. Il peut notamment avoir la prise de masse grasse. Donc par exemple, si tu fais 1m85 et que tu es déjà à peu près 10 ou moins de 10% de masse grasse, c'est déjà très affûté. Et donc du coup, on ne peut pas trop jouer sur le poids pour compter là-dessus. Et on peut presque dire qu'on peut être pas loin du poids de forme. Donc l'idée, c'est d'essayer de coupler le maximum de mesures, donc notamment avec la prise de masse grasse, mais aussi bien avec les mensurations, donc tour de cuisse, tour de mollet, tour de taille, l'idée c'est d'essayer de coupler le maximum de valeurs pour se dire là on peut peut-être espérer gagner quelques kilos parce que c'est possible et au niveau de la masse grasse on peut perdre un peu de tissu graisseux parce que c'est ça l'objectif, c'est de perdre le bon poids et non pas perdre du muscle et voilà, je pense l'idée c'est de regrouper le maximum de valeurs, de données, et après faire le point par rapport du coup à l'objectif qui est aussi fixé. Et donc ça, quand on est un coureur amateur et qu'on n'est pas particulièrement suivi, spontanément je pense à la balance, il y a des balances qui permettent d'avoir peut-être un premier niveau d'information, et il y a quoi, est-ce que c'est un bon moyen d'avoir une vue juste de la situation? Et puis pour les athlètes de haut niveau comme Baptiste, est-ce qu'il y a d'autres façons de le mesurer de façon un petit peu plus précise et fiable? Ouais, alors c'est vrai que maintenant on retrouve de plus en plus sur le marché les balances impédance-métrie. Donc ces balances donnent beaucoup de mesures. Parfois la masse maigre, le taux de masse grasse, son niveau d'hydratation. Généralement, ce sont des valeurs qui ne sont pas forcément justes ou qui ne représentent pas forcément la réalité. Le principe de ces balances, c'est qu'en fait, il y a des électrodes. Le courant électrique en fait, qui va traverser le corps se fait d'une jambe à une autre et ne va pas forcément traverser tout le corps. Et donc, du coup, c'est pas forcément représentatif de l'état réel des choses. Ça va également beaucoup dépendre du niveau d'hydratation. En plus, on sait que dans le muscle et notamment avec le glycogène, on a pu l'aborder dans l'épisode précédent. En fait, pour stocker le glycogène, on va avoir besoin d'eau. Donc du coup, ça va dépendre d'énormément de facteurs et ces valeurs ne sont pas forcément justes.
L'idée, si on utilise ce genre de balance, c'est pour avoir une tendance, mais c'est difficile d'être vraiment fiable là-dessus. Donc voilà, c'est pourquoi pas pour savoir un petit peu vers où on va, mais malgré tout, c'est difficilement reproductible parce que ça dépend de notre état d'hydratation. Et pour les athlètes élites, c'est vrai que s'ils sont accompagnés, il y a plusieurs moyens, donc notamment par la masse grasse avec la pince à plis. Donc ça peut être fait... C'est un nom barbare, tu peux nous décrire à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est Ouais. aussi barbare que le nom semble l'être? L'idée de la pince à plis, en fait, c'est de prendre à plusieurs mesures le tissu graisseux et par l'addition... À plusieurs endroits. À plusieurs endroits, ouais, exactement, à plusieurs endroits, à 4 endroits généralement. Et donc l'idée, c'est de pouvoir calculer le taux de pli. Et donc du coup, ça va nous donner le pourcentage de masse grasse. Donc pour les athlètes, il y a ce choix-là, corrélé généralement du coup avec le poids de la balance et aussi les mensurations. Ça nous permet d'être très qualitatif et de voir l'évolution. Il y a aussi... Ça fait mal, Baptiste, une pince? Il a jamais C'est un objet de utilisé, torture. mais il l'a amené en stage et on était tous au garde-à-vous après. Ça ressemble à un pistolet, quoi, avec une pince, et en fait, il vient te pincer de certains endroits du corps pour voir, en fait, comme ce que tu as comme pli, ouais. comme pli, quoi. Ouais. Et je comprends que c'est intimidant, et puis je comprends que... Enfin, si c'est pas utilisé avec une bienveillance à haut niveau, quoi, certains peuvent le redouter. Ça plie le game, quoi. Ça plie le game, ouais, exact. Trop fort. Ouais, non, c'est clair qu'après, je pense qu'il faut que ce soit aussi sur la demande de l'athlète, de manière spontanée. Certains, en fait, n'ont pas forcément d'objectif de poids quand on commence à suivre. Et donc, à partir de là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir toutes ces valeurs. Malgré tout, s'il y a besoin, on peut les prendre. Ou bien il y a également le choix de pouvoir s'orienter, par exemple, avec des mesures grâce à la DEXA. Donc l'idée, ça fonctionne comme un scanner et ça va permettre de donner la répartition entre chaque membre de la masse grasse, de la masse maigre également. Et donc du coup, ça permet de connaître précisément toutes ces valeurs sans passer par la passe appli qui est un petit peu plus approximatif que la DEXA. Toi, Baptiste, le poids de forme, est-ce que c'est quelque chose que tu suis avec attention? Et puis, question pour vous deux, est-ce que ça a du sens de le suivre de façon quotidienne ou ça peut créer peut-être des mauvaises interprétations, des sources de stress ou autres, d'incompréhension? Voilà, à quelle échéance, à quelle fréquence il faut étudier ça? Moi, le poids de forme, je le calcule pas. J'ai banni, on va dire, les balances de mon quotidien. Je pense que je suis pas monté sur une balance depuis 5-6 ans. Même quand je fais des tests de santé en amont de la saison ou quand je vais chez le médecin, je lui demande de pas me donner mon poids. Donc pour pas faire un focus dessus. Et ce qui me fait me rendre compte que clairement le poids de forme, je le cherche pas, mais parfois je le trouve avant les courses sans avoir de valeur vraiment numérique à mettre dessus. Et donc le poids, je parlais de poids de forme, est-ce que le poids c'est quelque chose qu'il faut surveiller de façon quotidienne? Est-ce qu'il faut rentrer dans cette démarche-là ou il faut essayer de s'en affranchir autant que possible? Ouais, encore une fois, ça va dépendre de la demande de l'athlète. Certains vont avoir cet objectif de poids. Avec Baptiste, par exemple, c'est des données qu'on regarde pas du tout. Depuis qu'on a commencé le suivi, en fait, on n'a jamais eu une seule prise de poids ni de masse graisseuse. Donc je pense que ça dépend pas mal de l'objectif de l'athlète. Et donc à partir de là, on avise, mais en tout cas, pour une bonne pesée, pour que ce soit reproductible, l'idée c'est de se peser maximum une fois par semaine dans des conditions similaires, donc à jeun, après être passé aux toilettes et avec les mêmes vêtements. Et généralement, ça permet de voir l'évolution, mais voilà. Après une séance ou pas? Est-ce que ça peut être un biais après avoir fait une séance de sport matinale? Ouais, exactement. Après la séance, en fait, ça va être un biais tout simplement parce qu'il va y avoir des mouvements d'eau, on va transpirer, donc on va perdre du poids qui sera de l'eau. Et au final, notre poids n'aura pas réellement changé. Ce sera uniquement des mouvements d'eau, il y aura du glycogène qui aura été utilisé, donc encore une fois une perte de poids, mais qui n'est pas due du coup à nos apports ou à un déficit calorique.
On a une question de Mehdi qui interroge la notion du rapport poids-puissance qui est courante. Je pense que c'est un des éléments clés dans le vélo que je connais pas bien, contrairement à toi, Jocelyn. Tu as une expertise toute particulière et un talent aussi certain. Est-ce que tu peux nous expliquer très concrètement ce qu'on appelle le rapport poids-puissance et puis est-ce qu'il est applicable dans d'autres sports et puis notamment la course à pied, peut-être le trail qui est encore plus spécifique que la route? Ouais, alors le rapport poids-puissance, en fait, c'est tout simplement diviser les watts par les kilogrammes. Donc les watts, ça va être, c'est la puissance qui va être exprimée. Donc en cyclisme, on utilise des capteurs de puissance pour déterminer précisément à l'instant T la puissance qui est mise sur les pédales pour avancer. Donc du coup, le principe de ce rapport poids-puissance, c'est plus un cycliste va être léger, plus son coût énergétique sera faible par rapport à un cycliste plus lourd. Donc par exemple, si on prend un athlète qui fait 70 kg et qui veut grimper une ascension, il devra monter à 400 watts, alors qu'un cycliste qui fera peut-être 60 kg devra monter aux alentours des 320 watts. Et donc du coup, la puissance donnée sera beaucoup plus faible pour un cycliste, donc plus facile de grimper plus vite pour cet athlète-là. Donc ce rapport poids-puissance, on le retrouve principalement en cyclisme. Sur le trail, on le retrouve un peu moins, je pense. C'est du ressenti, toi, plus Baptiste, en gros, c'est notamment dans les montées. Oui, c'est ça. En vélo, il y a des capteurs très fiables de puissance qui te permettent de te brancher à ton nombre de watts le plus stratégique. D'ailleurs, c'est ce qui est un peu décrié dans le Tour de France actuellement, c'est que en fait, c'est cet aspect très scientifique, il se branche à un nombre de watts précis et il bouge pas et ça impacte un petit peu le spectacle. En trail, on a cette chance de ne pas avoir encore de capteurs assez précis pour ça, donc c'est vraiment de la sensation. On n'a pas on peut pas se dire on est en train de générer tant de watts et donc de watts par kilo. Par contre, il y a un vrai ressenti quand tu es fort en bosse, c'est que tu te sens puissant et léger, donc forcément tout l'enjeu c'est d'être à la fois de la force en étant le moins lourd possible. Après, est-ce que se sentir le moins lourd possible, c'est forcément corrélé au poids et au poids de forme? Je suis pas certain. Moi, je me suis déjà senti léger, je pense, en étant relativement lourd et musculeux. Donc voilà, faut faire attention à ce rapport poids-puissance. Toi, ta quête, Baptiste, elle est un peu plus globale et tu nous en as parlé dans le premier épisode, c'est finalement d'atteindre un plateau de forme plutôt qu'une logique de pic. Est-ce qu'en quelques phrases, tu peux nous redire pour les gens qui découvriraient cette notion, ce que toi tu appelles un plateau de forme? Carrément. Pour être performant, pour moi, il faut monter effectivement sur ce plateau de forme. Donc pour y arriver, il y a une petite ascension, voire une longue ascension que j'appellerais la phase de préparation. Et ensuite, on arrive sur ce plateau qui, contrairement au pic de forme dont on parle beaucoup, dure plutôt 2 à 3 semaines. La sensation que ça me fait, c'est que je me sens bien, je me sens en confiance, je me sens fort sur chaque séance. Et en fait, peu importe quand la course arrive, je suis prêt. C'est-à-dire si c'est demain, je suis prêt. Si c'est après-demain, je suis prêt. Si c'est aujourd'hui, je suis prêt. Donc ça, c'est le plateau de forme. Et ensuite, tout l'enjeu, c'est d'aller chercher les petits gains marginaux qui vont nous permettre de monter non pas sur le pic de forme, mais sur le point culminant de ce plateau de forme. Et là, délivrer la cam correcte, comme on dit, et délivrer son 100% le jour J. Cette notion de poids dont on parle, elle évoque aussi plein de choses plus globalement, cette idée de silhouette, de se trouver aussi en forme, plutôt beau, bien dans sa peau. C'est un des gros sujets qu'on retrouve notamment sur les réseaux sociaux, sur la façon dont on s'expose et on se met en scène parfois, quelle que soit l'intention derrière ça, mais en tout cas on s'expose au regard des autres. Quelle place, toi, ça joue pour toi, Baptiste, aujourd'hui? Est-ce qu'on est obligé d'être beau? Est-ce qu'on est obligé d'être en forme? Est-ce qu'on est obligé d'être fit? Est-ce que ça peut nuire ou favoriser du travail avec des partenaires aussi? À quel point ça joue aussi sur ce critère-là? Clairement, je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre d'une démarche de performance, quand on est un athlète de haut niveau, aujourd'hui, il faut être bon sur le terrain, mais aussi à côté. Il faut avoir ce qu'on appelle une marque athlète qui est assez puissante, singulière, et dans une ère où effectivement les réseaux sociaux comptent beaucoup, il faut à la fois être bon, mais il faut aussi être beau, entre guillemets.
Et ça fait que effectivement l'image qu'on peut dégager, l'image qu'on a de soi et qu'on donne aux autres, importe beaucoup. Donc ça peut amener à des dérives, je pense, parce qu'on se fixe certaines pensées limitantes, j'ai envie de dire, pour rentrer dans un moule, alors qu'en final, moi, c'est mon petit recul, cette démarche de performance et le développement de ma marque athlète, je le travaille depuis 2-3 ans, et en fait, je me suis rendu compte qu'elle n'était jamais aussi facile, fluide, naturelle et authentique que quand on est vrai et qu'on traduit juste ce qu'on est vraiment sur les réseaux sociaux. Donc voilà, mon regard, c'est que il y a un danger, il faut faire attention, mais en étant très authentique, très naturel, on peut s'en prémunir et justement voir le côté plutôt positif des réseaux sociaux et de cette société un petit peu de l'image. Un des gros sujets qu'on a pu observer, en tout cas un sujet qui suscite beaucoup de discussions aujourd'hui, c'est les troubles du comportement alimentaire qui peuvent être pour certains naître de cette idée d'aller chercher de la performance finalement en jouant sur une des variables qui est le poids, et donc tomber parfois dans des choses qui sont excessives ou juste pas sciemment en tout cas contrôlées, et arriver à des dérives assez importantes et très douloureuses pour les gens qui sont concernés, pour leur entourage. Est-ce que tu peux, Jocelyn, juste nous expliquer ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles du comportement alimentaire dans les grandes lignes, et puis évoquer un peu les différentes variantes qu'on pourrait retrouver sous cette notion globale? Ouais. Alors les TCA, en fait, ça va être un comportement alimentaire qui va devenir une pathologie et qui va en fait sortir des normes. Donc on va parler en fait de cette pathologie lorsqu'on va avoir au moins 3 symptômes qui vont se rapporter à la maladie. Donc ça peut être par exemple une perte de poids intentionnelle, donc environ 10% de poids de corps, donc une perte de 10% du poids de corps. Ça peut être aussi d'avoir des sentiments de culpabilité par rapport au repas qu'on peut se faire, où on a l'impression peut-être de manger en trop grosse quantité ou pas forcément assez bien. Il peut également y avoir des modifications endocriniennes, donc par exemple chez les femmes ça peut être une absence de règles, des restrictions sur certains choix alimentaires, donc des aliments qu'on évite sciemment. Donc on peut retrouver plusieurs formes de TCA, il y a notamment l'anorexie mentale, donc ça va être une limitation volontaire de la prise alimentaire pour contrôler son corps. Il y a également la boulimie, donc là ça va être un besoin incontrôlable en fait d'ingurgiter des grandes quantités de nourriture, et qui va souvent être, qui va être compensé d'ailleurs par un phénomène de vomissement ou d'essayer de rejet en fait, de rejet clairement en essayant de se faire vomir ou bien en utilisant des laxatifs. Et il y a également le BED, donc c'est le Binge Eating Disorder, qui est un excès alimentaire comme la boulimie, mais il n'y a pas ce phénomène volontaire en tout cas et d'alternance de rejet en fait. Donc juste l'aspect boulimie en fait, c'est ça, manger en grande quantité exactement. Sans forcément avoir le contre-pied. Exactement, c'est l'aspect boulimie mais sans le rejet. Donc généralement on trouve ces trois-là. Donc quand c'est comme ça, pour le déterminer, le mieux c'est de se faire aider par des professionnels de santé. C'est difficile de s'en rendre compte tout seul parce que... Il y a des critères, hormis les règles dont tu parlais chez les femmes, mais est-ce qu'il y a d'autres critères observables? Est-ce que chez les hommes, il y a d'autres indices peut-être? C'est vrai que chez les femmes, on peut le voir un peu plus facilement du coup avec l'absence de règles. Chez les hommes, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut prendre le temps de se faire accompagner, d'être en accord avec soi-même et voilà, s'il y a des restrictions alimentaires qui sont faites, réussir à s'en rendre compte. Donc ça peut venir de l'entourage, ou bien sinon c'est de se faire aider par des personnes qui sont habilitées à le faire. Donc on peut retrouver notamment des diététiciens qui sont spécialistes dans les troubles du comportement alimentaire et voilà, le but c'est d'essayer de les déterminer et de se faire aider. Donc tout seul c'est généralement compliqué de s'en rendre compte. Ou peut-être qu'on ne veut pas. Ou peut-être qu'on ne le veut pas également, c'est possible. Donc en plus de pas forcément s'en rendre compte, on peut un peu fermer les yeux dessus et c'est vrai que c'est pas évident en tout cas d'en sortir et quand on est atteint de TCA, un accompagnement est obligatoire en tout cas.
Est-ce que tu as eu le cas, toi, dans les personnes que tu as pu encadrer et accompagner de situations telles que celle-là, et parfois que l'athlète n'identifie pas par lui-même, en fait, qui constate juste un peu des niveaux de performance qui sont pas tout à fait là où ils devraient être? À quel moment on met le doigt sur le problème, on arrive à l'identifier, même l'athlète passe un peu à côté lui-même, en fait, ne le mesure pas avant que ce soit investigué un peu plus? Ouais, c'est compliqué pour l'athlète de s'en rendre compte. Donc c'est vrai que il peut y avoir une baisse des performances. Donc ça, c'est quand même difficile de s'en rendre compte parce que ça peut venir de l'entraînement, euh, de ne pas être là le jour J. Parfois, c'est difficile de répondre présent parce qu'on peut avoir du stress, la pression. Donc les baisses de performance peuvent en faire partie. Moi, des suivis que j'ai pu avoir, j'ai déjà eu l'occasion de traiter un TCA. Donc c'était une athlète élite qui contre-performait sur des courses qui étaient à objectif. Pour l'athlète, ça a été difficile à cerner et en fait de le mettre en lumière. Ça a surtout été l'entourage qui l'a conduit et qui lui a dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc voilà, l'athlète a pu se tourner vers moi. Donc l'idée, c'était d'essayer de réaugmenter les apports. En fait, on a effectué un exercice, donc c'est le carnet alimentaire, qui consiste à recueillir toutes les données relatives à l'alimentation sur une semaine. Donc le but pour l'athlète, c'est de d'écrire ce qui est consommé. Ce qu'on a pu, en fait, on a pu se rendre compte que par rapport aux ingestats et donc ce qui est consommé, le nombre de calories en fait était pas assez élevé pour une athlète élite et donc le but ça a été de réaugmenter les apports énergétiques pour que ce soit lié en fait à une pratique sportive qui est très très élevée et voilà, c'est vrai que du côté de l'athlète, c'est pas toujours évident. On peut l'expliquer, on peut expliquer les contre-performances par plusieurs facteurs. Et donc, c'est vrai que c'est là où l'entourage peut être très intéressant et doit essayer de montrer, de pointer du doigt un petit peu les contre-performances et trouver un petit peu les solutions et d'où ça vient. Les outils que tu utilises pour diagnostiquer, ce serait quoi? Comment pour faire l'état des lieux? Est-ce que tu as quand même des choses très concrètes à mettre en œuvre pour comprendre la situation? Ouais, alors c'est clairement le carnet alimentaire. On peut déterminer en fait le nombre de calories qui va être consommé. Donc le but c'est journée par journée reprendre ce qui a été consommé, à quel moment, le timing, les quantités. Le but c'est d'estimer en fait les calories qui ont été consommées sur la journée et comparer avec la dépense énergétique. Donc par exemple une athlète de haut niveau peut brûler jusqu'à 5000 voire plus de calories et donc lorsqu'on voit que seulement 1500 ou 2000 calories a été consommé, on voit qu'il y a un trop gros déficit et il faut savoir si c'est volontaire ou pas. Et de ce côté-là, le carnet alimentaire, il permet de mettre en lumière les déficits caloriques qui vont être volontaires ou pas d'ailleurs. Sur quelle période ça s'observe? Le carnet alimentaire, pour les athlètes élites, vraiment pour une semaine, sur certaines journées, c'est possible d'avoir un déficit calorique parce qu'on part s'entraîner, on enchaîne avec le boulot parfois, donc c'est pas toujours évident de combler tous ces apports. Malgré tout, quand on voit que sur une semaine, le nombre de calories est vraiment trop bas par rapport à ce qui devrait pour une athlète élite, on se pose la question sur qu'est-ce qui cloche et comment essayer de rétablir ça. Revenons-en au plaisir. Baptiste, on va bientôt avoir ta vision sur le sujet. Chacun a un peu sa propre lecture du plaisir, on l'a dit tout à l'heure. Toi, dans les profils que tu suis, Jocelyn, est-ce qu'il y a des typologies un peu particulières? À quel point c'est des contraignants et la discipline que ça requiert pour aller chercher de la performance, quelle que soit la performance, mais voilà, est-ce qu'il y a différentes philosophies et différents profils face à cette discipline que suppose la performance? Ouais, généralement, il y a deux profils qui en ressortent. Il y en a un qui va s'autoriser régulièrement en fait des aliments plaisir et un autre qui au contraire va se restreindre. Et le but dans l'accompagnement, c'est de trouver cet équilibre entre plaisir, oui,
mais de quelle manière en fait. Et c'est là-dessus où moi j'essaye de montrer où est le curseur et justement de le rétablir s'il y a besoin. Baptiste, cas concret, là, si tu pouvais nous donner De quel quelques côté exemples. je me trouve? Ouais, c'est quoi pour toi concrètement te faire plaisir? Qu'est-ce que tu t'autorises en amont d'un objectif? Je peux te lister 5 choses Très bien. qui me font plaisir et qui m'accompagnent, qui me permettent de tenir dans le temps vraiment sur la démarche de performance et pas la vivre comme un sacerdoce. Le premier plaisir que je m'autorise très régulièrement, c'est boire une bière avec les copains. Le soir, généralement, tu vois, à l'happy hour vers 20h, je le fais 1 à 2 fois par semaine en fonction d'où je me trouve. Idéalement après une longue journée d'entraînement, en sachant que le lendemain, je serai assez cool, ce sera plutôt une récup. Premier plaisir. Deuxième plaisir, quelque chose que je faisais pas forcément avant, c'est des petites collations que je m'autorise, notamment au retour des sorties longues, parce qu'en fait, quand tu fais des sorties longues, tu rentres, c'est déstructuré, tu rentres, il est peut-être 15-16 heures, c'est plus trop l'heure de dîner, de déjeuner ou de dîner. Et donc du coup, maintenant, je suis vachement plus à l'écoute de ma faim et de ce que j'ai envie à l'instant T. Et là, typiquement, avant, ce que je sais pas, c'est me couper une tranche de pain, de bon pain, et de faire 1 ou 2, voire même peut-être 3 tartines de pain avec une purée d'oléagineux, qui peut être du coup amandes ou cacahuètes ou sésame. Troisième plaisir, pas mal de fruits et de légumes. J'adore ça, et du coup, je compte pas quand et combien j'en mange. Quatrième plaisir, ça va un peu faire grincer peut-être Joss, s'il est au courant. Okay. Mais bouge-toi les oreilles, je sais. Mais les boules caisses. Et en fait, j'aime bien boire un verre de coca quand je reviens d'une séance dure ou quand il fait chaud, et me poser après ma séance, c'est mon petit moment. Voilà, où je bois un verre de coca peinard et je check mes mails, ou je regarde je lis un truc. Enfin voilà, c'est vraiment mon sas de décompression. Et dernier plaisir, c'est je m'autorise à minimum un plat qui me fait vraiment du bien et qui me régale 1 fois par semaine. C'est des trucs qui sont pas forcément très épicuriens, mais ça peut être soit une bonne pizza, une bonne raclette, en fonction de la saison. Et le seul soin que j'apporte, c'est que ce soit des ingrédients de qualité. Si c'est une pizza, c'est pas une pizza surgelée, c'est vraiment une bonne pizza. Si c'est une raclette, c'est du bon fromage, avec des pommes de terre bio. La qualité de l'ingrédient premier. C'est une question que nous pose justement Cyrielle. Quand on parle alimentation plaisir, le raccourci assez intuitif, c'est penser un peu à junk food. Est-ce qu'il y a d'autres façons finalement de réussir à se faire plaisir en faisant des choses maison, ou en tout cas en prenant soin des matières brutes qu'on va utiliser? Ça peut aussi passer par ça et pas forcément par une pizza. Moi, le cheminement, effectivement, le plaisir, de plus en plus, à force de côtoyer d'autres athlètes de haut niveau et même des gens qui font attention, c'est pas le bon mot, mais c'est qui portent de l'attention à ce avec quoi ils s'alimentent. Le plaisir, je le trouve dans la façon, dans le process, dans le cheminement, la façon dont ils travaillent en fait les bons ingrédients, dont ils les préparent. Et du coup, en les préparant, tu crées une sorte d'histoire avec eux. Et donc, du coup, avec les aliments, j'entends. Et donc, du coup, quand tu les consommes, je sais pas, ça vient un peu plus de loin. Et donc, du coup, tu prends plus ton temps. C'est un peu une apologie de la slow alimentation qui fait que ça devient plaisant, quoi. Ça me permet de rebondir. C'est vrai qu'aussi, quand on cuisine nous-mêmes, c'est vrai qu'on peut un petit peu contrôler, par exemple, les aliments. Du coup, par exemple, si on prend un burger frites, les frites, au lieu de les faire cuire dans l'huile, par exemple, on peut les faire cuire au four. Et c'est vrai que au niveau de l'apport, ça va être beaucoup plus qualitatif parce qu'on enlève toutes ces graisses, et pourtant au niveau du goût, on retrouve quasiment ce qu'on pourrait retrouver dans la junk food un petit peu. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir aussi faire soi-même et de profiter en fait d'un bon repas qui peut être qualitatif et nourritif, et en plus qui va faire du bien au moral. Donc je pense que c'est là où il faut réussir à trouver l'équilibre, et
Et j'ai jamais interdit à Baptiste de boire du coca après une sortie. Peux-tu parler librement, Baptiste? Cligne des yeux 2 fois si Jocelyn te menace. Sous la menace. Donc on l'a compris, c'est possible de ne pas avoir mauvaise conscience ou d'assumer pleinement en tout cas ce type de plaisir. Est-ce qu'il y a quand même un moment où il faut se dire que là, il faut arrêter parce qu'on est trop près de l'objectif, il faut quand même être plus raisonnable sur ces sujets-là? Est-ce que c'est indispensable finalement, Baptiste? Oui, je pense qu'il y a quand même, en amont de l'objectif, il y a... On va utiliser le mot de restriction, pas de sacrifice, mais une petite contrainte à s'imposer. Pour moi, elle a 2 bénéfices, cette petite contrainte. D'une, elle va rendre l'après encore plus savoureux, c'est-à-dire que si tu te poses pas de contrainte, en fait, je trouve qu'après, t'as pas ce petit goût de satisfaction de t'être contraint à un moment donné. Donc, se contraindre un petit peu, c'est maximiser la satisfaction d'après. Donc, c'est un juste équilibre à trouver. Et l'autre intérêt de se contraindre un petit peu et d'éviter les écarts trop importants sur une alimentation qui tournerait vers la junk food ou autre, c'est de se conditionner. Moi, quand je commence à vraiment faire le job d'un point de vue alimentation, c'est-à-dire plus manger de crudité, vraiment faire attention à pas sauter de repas, de manger dans la fenêtre métabolique après un entraînement, mon corps se conditionne, se programme, et je pense que ça le fait monter en température pour répondre présent le jour J, quoi. Du coup, c'est vrai que dans les derniers instants, on peut pas uniquement favoriser que les aliments plaisir, si ceux-là sont pas bons pour la performance. Par exemple, si on reprend l'exemple du burger frites, c'est vrai que dans les derniers instants, si on a la cuisson à l'huile ou on essaye de chercher justement la recharge glucidique, éviter un petit peu les matières grasses pour faciliter la digestion, forcément ce sera pas optimal. Donc voilà, à partir d'un moment, il faut réussir un petit peu à trancher, comme dit Baptiste, dans un petit peu pas ce sacrifice, mais dans les choix qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir ressortir après la course du coup avec l'envie de vraiment se faire plaisir et voilà, se l'autoriser parce que ce sera mérité également. Donc ouais. Là, c'est l'avant. Il y a le pendant aussi. Est-ce que c'est important de garder cette notion-là d'alimentation plaisir pendant l'effort? Je crois que tu avais des partis pris assez marqués et assumés, notamment à l'occasion de ton Lavaredo en 2022, Baptiste. Il faut aussi savoir s'accorder ça. Carrément. Je pense que c'est encore plus important en ultra que sur des courses peut-être un peu plus courtes. Typiquement sur mes 2 dernières, qui sont la Saint-Élion et les championnats de France, des formats de 5 à 6 heures de course. Je suis moins dans une logique de plaisir. Je suis là, je sais qu'il va y avoir quand même de la souffrance, du fight, et disons que je m'alimente pour être le plus performant possible. En ultra, au bout d'un moment, au bout de 7-8 heures d'effort, ça commence à être vraiment difficile physiquement, mais aussi dans la tête. Tu es sur une montagne russe, des up and down. Et une des parades que j'ai trouvées, c'est effectivement une hormone qui m'attend au ravitaillement, qui s'appelle la moraline, qui a été brevetée par Jocelyn Guillot. Et en fait, la moraline, c'est quoi? Alors, elle se retrouve dans tout type d'alimentation qui génère la gourmandise, en fait, chez le coureur. Et typiquement, au Lavaredo, on avait mis en place un race cake. Donc, c'est plutôt qu'on continue à consommer des gels, des compotes, des bars, au bout d'un moment, t'en peux plus, tu satures. Ce petit race cake qui était surmonté d'Oreo, c'était un race cake Oreo que je m'étais confectionné. Et quand j'arrive au ravitaillement du kilomètre 80, je suis juste trop content de... enfin, T'as oublié qu'il serait là, ou c'est ce qui peut te driver aussi? Non, ça m'a drivé. Je savais que j'allais en manger. Je sortais d'une nuit dehors. Ça faisait 4 heures que j'avais pas vu mon assistance. Franchement, sur les derniers kilomètres, tu penses même plus au résultat à la ligne d'arrivée. Tu te dis, bon, allez, je vais aller jusqu'au ravitaillement. Comme ça, je vais pouvoir manger mon rice cake Oreo que je me suis confectionné, que j'ai pas acheté. C'est ça qui est important. C'est rice cake ou race cake? Race cake. Un gâteau de course, pas un gâteau de riz. Rice cake. C'est important. C'est les deux. Hein. Rice cake. C'est les deux. C'est les deux, ouais. Et du coup, oui, c'est un gâteau de riz avec des Oreos qui avaient mijoté pendant
mijoté, ils étaient imbibés pendant 2 jours, tu vois. Donc il y avait une vraie histoire avec la confection de ce rice cake, comme tu veux. Et c'est là où j'insiste sur l'aspect créer une histoire en fait avec les aliments que tu consommes. Je trouve que les préparer, ça incite au plaisir en fait. Pas au plaisir, au fait d'en profiter. Voilà. Donc, il faut prendre tout ce qui est bon pour la moraline. Ah ouais, la Exactement. moraline, fort. Faire le hold-up de moraline. Ouais. Puis en plus, c'est vrai que pour le rice cake, l'idée c'est d'avoir des aliments plaisir, mais qui vont aussi venir agrémenter la performance. Et c'est vrai que à partir d'un moment, les gels et les produits diététiques de l'effort peuvent être difficiles à consommer en fin de course. Et l'idée, c'était d'avoir un apport énergétique et notamment en glucides qui était assez élevé, mais qui faisait du coup plaisir à consommer. Donc c'est vrai que le rice cake qui est beaucoup répandu en vélo, on l'a appliqué là sur le Lavaredo et c'est vrai que ça avait bien marché et Baptiste s'était régalé. Carrément. Et petite anecdote, du coup, je ne l'ai pas fini parce que j'avais fait préparer une grosse quantité. Et du coup, c'est mon assistance, il y avait le team qui était là, et notamment Noé Rogier, qui a passé la nuit dehors à m'encourager, qui a fini le tupperware goulûment, quoi. Et il était nickel le tupperware après, pour dire que ça avait eu du succès. Médaille d'Oreo. Médaille, oh. Non, ça, c'était la médaille en chocolat. Oh, la variété. 4e place. Jocelyn, juste pour conclure sur cette partie-là, pour les auditeurs qui auraient des questions, savoir comment bien se faire accompagner, faire les bons choix, quel type de profil, diététicien, nutritionniste, coach en nutrition, un peu comment y voir clair sur qui allait solliciter. Ouais, alors c'est vrai que notamment avec les réseaux sociaux, ça peut être difficile de trouver en fait le bon professionnel. Donc moi, voilà, ce que je conseille, c'est vraiment de s'orienter vers des diététiciens nutritionnistes. Donc, il y en a qui sont spécialisés en TCA. Le diététicien, en fait, il passe par 2 ans d'études et c'est un diplôme c'est un diplôme d'État qui est reconnu par l'État. C'est le seul, en fait, en nutrition qui a ce statut. Le coach en nutrition, le nutritionniste, n'a pas forcément fait d'études. Ce n'est pas un statut arrêté. Donc voilà, pour être sûr en fait de se tourner vers un professionnel de santé, c'est savoir si le diététicien il a un numéro ADELI, donc ça c'est pour reconnaître les professionnels de santé. L'idée c'est vraiment de se tourner vers ce genre de spécialiste parce qu'un nutritionniste ou un coach en nutrition, on ne sait pas quelle étude a été effectuée, est-ce qu'il y a réellement des études, donc tout le monde peut se dire nutritionniste par exemple parce que voilà, même toi Guillaume qui fait Ce serait pas une bonne chose, hein. qui cuit ses pâtes. Podcasteur, ça ira bien, je pense. Podcasteur nutritionniste. Tu cuisines des popotes. Tu cuisines des Exactement. popotes. Voilà, tu peux être nutritionniste de popotes. Mais voilà, faut essayer de se tourner vraiment vers des professionnels spécialisés. Donc moi par exemple, j'ai une spécialisation en nutrition sportive. Mais il y a également des diététiciens qui sont spécialistes dans les troubles du comportement alimentaire et voilà, se tourner vers ce genre de personnes, c'est le mieux pour s'en sortir. Il y a aussi des centres de TCA. Donc voilà, l'idée c'est de se faire accompagner par des professionnels qui sont qualifiés et ça, tout le monde ne l'est pas. Et donc voilà, faire les bons choix. Ouais, vigilance, ouais. Baptiste, si on devait un peu conclure cette partie de l'épisode, est-ce qu'on doit opposer plaisir et performance? Ah non, on doit les réconcilier. L'équilibre, c'est ça la clé? La fameuse équilibre, ouais. Être des funambules, et à la fois des funambules, mais aussi être solide sur ces 2 appuis. C'est comme ça qu'on a été conçu et je pense que c'est comme ça qu'on avance vite. On fera un peu mieux, je pense, pour conclure cette partie-là. Bravo, Bat. On va parler maintenant d'un sujet qui refâche, qui est la question pimentée. Ah oui. Voilà, vous êtes prêts? Donc la question pimentée, émanation de la question épique de course épique. Je vais mettre les pieds dans le plat, car depuis le début de nos échanges, en fait, moi je l'ai la réponse, je ne vous l'ai pas dit. Est-ce qu'on peut mêler plaisir et performance? Oui ou non? Oui. Oui.
Effectivement, en tout cas dans la ville de Plaisir, cette ville qui est à 30 km de Paris, qui compte 30 000 habitants, puisqu'en décembre 2007, figurez-vous, j'ai perdu mes notes, il y a eu une place dans le cadre des championnats du monde de handball féminin. Il y a eu des matchs qui étaient terminés de la 19e à la 24e place, voilà, la Coupe du monde de handball. Ça s'est déroulé au Palais des Sports de Plaisir, donc Plaisir et performance ont effectivement été mêlés. Jean Dujardin, dont on connaît les performances à l'écran, a vécu son enfance à Plaisir. Plaisir, performance, ça marche encore. Scheim, dont on connaît, en tout cas pour certains, les performances sur scène, a étudié au lycée à Plaisir. Ok, moi je connais seulement Scheim depuis ce matin. Depuis que Joss l'a chanté dans la douche, c'était... Ah, des révélations. Il y avait de la performance, il n'y avait pas du plaisir. Et un petit dernier en affinité avec notre sujet, Gaston Lenôtre, dont on connaît les performances derrière les fourneaux, et fondateur de l'école Lenôtre à Plaisir. On a répondu à la question finalement, plaisir et performance, et je pense que c'est imparable, non ? Ouais. C'est quoi le code postal juste ? Je l'ai pas, 78 quelque chose, j'imagine. Ok. Messieurs, on va parler maintenant de marathon, puisque voilà, on va lier notre sujet du jour sur performance et alimentation plaisir au sujet du marathon. C'est la saison, on est quand même en plein dedans. Tout le monde connaît l'histoire, en tout cas, je crois, de ce messager grec qui avait couru de la ville de Marathon jusqu'à Athènes pour annoncer aux citoyens la victoire des Grecs sur les Perses lors de la bataille de Marathon durant la première guerre médique. Il est arrivé épuisé, et il est mort même d'épuisement, le pauvre. C'est en 1908 que la distance moderne... Tu penses que s'il avait eu des Vaporfly, ça serait... Ouais. Ou peut-être des rice cakes. À mon avis, ça serait toujours en vie. Ouais. C'est des petits détails comme ça qui ont changé la face du monde. Et c'est en 1908 que la distance de 42,195 km a été fixée lors des JO de Londres. Vous connaissez probablement la petite histoire, mais voilà, la famille royale anglaise voulait commencer la course au château royal de Windsor et voulait la voir se terminer dans le stade de Waititi. Il n'y avait que 41,83 km qui séparaient ces deux bâtiments. Donc il a fallu rajouter suffisamment pour que... Enfin, en tout cas, il en a été ajouté quelques centaines de mètres pour arriver au 42,195 km qui est aujourd'hui la distance officielle du marathon depuis 1921. Le record, si on parle un peu chiffres, 2h1 minute 9 secondes, c'est Kipchoge, le Kenyan. La Kenyane Brigitte Kosgei en 2h14 à Chicago. En France, on a Morad Amdouni qui a battu ce record il y a quasiment un an jour pour jour au moment où on enregistre en 2h05 et 22 minutes. Et le record féminin est détenu par Christelle Donnet en 2h24 et 22 minutes. Le temps moyen pour un marathon chez les hommes, vous avez une idée ? Petite question gentiment pimentée. Temps moyen. Plus de 4 heures. 5 heures, j'aurais dit 3h45. 4h13 pour les hommes. Ok. Pour les femmes ? 4h45. Ça chauffe. 4h50. 4h42. Ah oui, donc il y a un vrai... je sais, faudrait comparer par exemple par rapport au temps du 10 bornes, mais je pense que sur marathon, le niveau, le décalage, le delta se restreint entre les performances masculines et féminines. C'est une distance et un type d'effort, le marathon, qui reste quand même la distance mythique sur route. J'imagine qu'il y a plein de grandes différences et qu'on est dans une gestion qui est très distincte de ce qu'on peut connaître sur des trails et sur des ultras, c'est ça, on avait l'occasion d'en parler, mais en trail et en ultra, on va plutôt raisonner avec des points de passage. Là où sur un marathon, on est quand même sur une logique de respecter un tempo, du temps et s'alimenter de façon régulière. C'est vraiment le temps finalement de moteur, c'est ça ? Ouais, ça va être le temps. Ça va être le temps qu'on va se fixer à l'arrivée qui va déterminer un peu la prise alimentaire. C'est vrai que pour le trail, par exemple avec Baptiste, ce qu'on fait, c'est qu'on time la prise par rapport au parcours, alors que pour le marathon, ça va plutôt être par rapport au temps. Toutes les X minutes, par exemple. Voilà, exactement, ça va être toutes les X minutes. Donc, alors que sur un trail, ça va être à tel endroit. Ouais, on cible un peu plus l'endroit et bon, toujours en essayant de respecter un timing, mais je pense que c'est beaucoup plus précis en marathon parce que l'allure est très régulière. Donc du coup, on a moins ces variations au niveau de l'intensité que sur un trail. Donc voilà, l'alimentation se fait toutes les X minutes, donc ça va dépendre de l'apport énergétique qu'on va mettre en place. Mais voilà, tout dépend du temps sur lequel on va se fixer et à l'allure où on veut courir. Baptiste, on va revenir sur une de tes courses marquantes, comme le veut ce format Popote. Elle a été pour plein de raisons. C'est ton marathon de Lyon 2015. Ouais. Elle a été assez singulière, on peut le dire. Est-ce que tu peux nous raconter le contexte de la course, la façon dont elle s'est passée, puis toi, dans quelles conditions aussi tu t'es présenté sur la ligne de départ ?
Ouais, c'est une course très très marquante parce que j'ai percuté, mais vraiment de plein fouet, le fameux mur des 30. Cette course, c'est un peu ma première course à pied longue. Moi, je viens du foot. Je faisais du foot à un niveau correct, voilà, régional, où je m'entraînais 3-4 fois par semaine avec un match le week-end. Je me blesse. Je dois avoir une vingtaine d'années à l'époque. Je peux plus jouer au foot et donc je peux courir. Et je me dis, bah tiens, je vais m'inscrire au marathon, le marathon de Lyon, chez moi. Et j'avais pas de montre, pas de plan, des baskets, je saurais même pas dire quel modèle. Enfin voilà, j'étais un peu à l'arrache. T-shirt en Pas de coton. prépa particulière? Aucune prépa particulière, si ce n'est le foot et la prépa physique qu'on faisait l'été, où j'étais pas très bon sur le terrain, enfin, pas très technique, mais par contre en prépa physique j'étais pas mal. Et du coup je pars sur ce marathon un peu la fleur au fusil, genre t-shirt en coton et tout, un peu à l'arrache. Et je me retrouve dans un groupe de 50-60 coureurs. J'avais l'impression qu'on était parti vraiment fort. Et je me dis, ah ouais, mais en fait, les gens, ils sont super solides en course à pied et tout. Je regarde autour de moi, on fait 10, 15 km. Et là, je me dis, mais enfin, ouais, le niveau est stratosphérique. Et en fait, au kilomètre 17, j'arrive à un embranchement. Et là, j'entends un bénévole dire, bon, bah, à droite, c'est le semi, et à gauche, c'est le marathon. Et là, tout le monde prend à droite, ils vont tous au semi, et moi, je me retrouve tout seul à faire le marathon. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pris le pack du semi-marathon, et je me retrouve à courir seul. C'était sous le tunnel de la Croix-Rousse à ce moment-là. Avec les Kenyans devant, bon, bien devant, et moi j'étais premier français aux alentours du 18e, 19e kilomètre. Donc là, je me dis, ah, trop bien, ça va faire, tout ça. J'arrive au semi, je croise un monsieur qui s'appelle Patrick, qui sera mon premier coach, celui qui va me mettre un peu la basket à l'étrier, et qui était là pour supporter son poulain qui voulait se qualifier pour les championnats de France espoir de marathon. Et il me dit, ah, trop fort et tout, t'es sur les bases de... Je crois que je suis passé en semi en 1,14 ou 1,15, donc sur les bases de 2h30 plus ou moins. Donc il s'enthousiasme, il fait 1 ou 2 kilomètres à vélo avec moi. Moi, sur un nuage, quoi. Et puis finalement, il me laisse, il va rejoindre son poulain qui était un peu derrière. Et puis là, je commence à voir que je suis parti un petit peu fort. Et j'ai explosé, mais d'un coup, j'ai fait un popcorn de l'espace. Genre le mur des 30, mais vraiment pleine tête, quoi. Et je suis passé, je pense, j'étais sur l'allure de 16,5 km/h. C'était pas dégressif, quoi. De 16,5 à 12 à l'heure, de 3,40 à 5 minutes au kill, mais vraiment extinction des batteries. Et du coup, j'ai fini tant bien que mal en 2h39. Donc je fais un beau positive split. Ouais. Mais suite à ça, Patrick, qui m'avait croisé au semi, il m'a retrouvé via les résultats, il m'a écrit, il m'a dit, t'as un petit potentiel, je pense que tu peux faire un truc, tu peux t'éclater en course à pied, est-ce que tu veux que je te suive, que je t'accompagne? Et à partir de là, ouais, c'était l'aventure, elle s'est lancée, quoi. Donc on peut parler quand même de déclic à ce moment-là, à plein d'égards, et notamment parce que sur notamment la nutrition, le sujet dont on parle aujourd'hui, ça faisait partie d'un tout de choses qu'il fallait que tu considères un peu différemment. Et... Carrément, on peut parler d'une grosse claque et d'un gros déclic. Claque, ouais. Ouais, déclic et déclaque, ouais. Et ouais, et en fait, jamais à ce moment-là, je me serais dit un jour... tu feras du sport de haut niveau en course à pied et puis jamais tu seras dans le niveau d'optimisation des détails tel que j'ai pu le faire il y a 2 semaines avec Jocelyn, quoi. Enfin, le chemin parcouru me paraît assez... Ouais, il n'y avait pas de plan et du coup ça fait que... il n'y en a toujours pas, mais ça fait que le chemin parcouru il est vraiment assez incroyable, quoi. On oppose parfois, ou certains opposent en tout cas route et trail, ultra trail. Malgré tout, l'intégration du marathon dans un plan de carrière, un plan de développement sur du trail et de l'ultra trail, peut avoir aussi beaucoup de vertus. Enfin, je pense là notamment à Mathieu Blanchard qui sera au marathon de Paris dans quelques heures, parce qu'en ligne de mire, il a un parcours d'ultra roulant qui est la Western States fin juin.
ça peut être aussi un bon allié, ça peut développer d'autres capacités. Tout c'est des choses que, enfin, je trouve ça important aussi de travailler cette vitesse-là. Carrément, je pense que surtout pour un profil d'ultra-trailer, c'est vraiment ce côté endurance de force, être capable d'aller moyen vite le plus longtemps possible. Et dans cette logique-là, préparer un marathon, ça paraît super pertinent, notamment sur des périodes assez loin des courses, parce qu'on sait que la prépa marathon, elle est assez traumatisante. Donc le faire au printemps ou à l'automne, ça peut être. Enfin, moi, j'envisage ça comme une vraie bonne idée à laquelle j'ai envie de céder bientôt. Pour quelle raison ? Parce que sur un profil aussi roulant que la Saint-Élion, que j'irai courir jusqu'à que je la gagne, ça peut être. Il faut savoir courir vite à plat. Donc le marathon, c'est la meilleure des préparations pour ça. Et moi, ce qui me tente dans le marathon, plus que le chrono, c'est toute la prépa en amont, tout le cheminement pour y aller. Ce côté, je sais pas, dans l'imaginaire collectif, il y a vraiment une symbolique, c'est un mouvement, la prépa marathon, et c'est un truc que j'ai envie de faire sur 3-4 mois de manière assez fastidieuse pour me voir progresser et idéalement le faire accompagner avec un pote, une pote, enfin voilà. Ouais, c'est vraiment plus que courir un marathon, ce que j'ai envie de faire, c'est préparer un marathon. Voilà. Il y a un des sujets qui revient souvent autour du marathon, qui est le mur des 30 km. Jocelyn, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, est-ce qu'il y a des choses qui se passent physiquement, mécaniquement pour tout le monde à ce moment-là dans un marathon avec une intensité plus ou moins forte, j'imagine, selon sa prépa, mais est-ce que c'est quelque chose d'un peu incontournable ? Est-ce qu'il y a des moyens de s'en prémunir ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut dans sa course et dans sa gestion, notamment d'alimentation, qu'il faut bien anticiper et traiter un peu différemment ? Ouais. Alors le mur du marathon, je pense beaucoup l'ont sûrement expérimenté. Généralement, c'est lorsque l'alimentation pendant l'effort n'a pas été suffisante. Donc ça s'explique en fait par un épuisement des stocks de glycogène et notamment du stock de glycogène hépatique. Ça va être en gros une grosse hypo, un gros coup de mou qui va arriver d'un coup sans forcément prévenir. Et donc pour cela, il n'y a pas 30 000 solutions. La seule, ça va être de consommer des glucides pendant l'effort. Donc on en a parlé un petit peu au cours du précédent podcast. L'idée, c'est vraiment d'apporter des glucides qui vont avoir ce rôle d'épargne sur le glycogène. Et donc, tout dépend, ça va dépendre de votre allure, pardon. Et donc, par rapport à ça, on peut aviser la quantité de glucides à apporter sur le temps d'effort. C'est vrai que sur un marathon, ça se court quand même assez vite. Donc, par rapport à de l'ultra ou même par rapport aux France de Baptiste, on n'est peut-être pas obligé de tourner vers les 80-90 grammes de glucides par heure. Autant que Kipchoge, je crois, avait tourné à 100 ou 120 grammes de glucides par heure sur son record où il était passé sous les 2 heures. Donc il peut y avoir des bénéfices à avoir une grosse dose de glucides, mais malgré tout pour le commun des mortels, j'ai envie de dire, se situer entre 60 et 90 grammes de glucides est largement suffisant et permet du coup de prémunir et d'éviter en fait l'épuisement de nos stocks de glycogène. Et donc de passer le mur des 30, genre de petit saut d'obstacle super habile. Le mur du son, mais un son de satisfaction. Oh, exactement. Merci messieurs. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur le sujet avant qu'on passe à notre dernière rubrique de l'épisode ? Moi, je suis bouillant pour la dernière. T'as refait des marathons quand même, on peut le dire aussi, Baptiste, à l'issue de ce marathon de Lyon. Oui, j'ai fait 2 fois le marathon de Lyon et 1 fois le marathon de Paris. Et j'ai vraiment envie d'en refaire un. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre dernière rubrique, qui n'est pas le motto de la fin, qui est le poteau de la fin. Donc à nouveau, une citation que chacun d'entre nous va partager, qui est en lien avec la thématique de l'épisode du jour. Et à nouveau, ça sera publié sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller donner votre avis et voter pour celui qui vous aura inspiré le plus ou celui qui vous aura affligé le plus, c'est possible aussi. Fort probable que ce soit le mien. N'oubliez pas de voter 3. Chassagne 2027. Qui commence ? J'ai ouvert le bal sur le premier. Là, je vais le conclure. Baptiste ? J'en ai 2. Parce que je n'étais pas sûr que la première J'en ai 3, bien. tu peux y aller tranquillement. C'est la surenchère. Mais j'en retiendrai qu'une, il n'y en aura qu'une. Ok. Alors j'en ai une sur le plaisir, plus sur la première partie. Donc c'est la course à pied n'est pas qu'une partie de plaisir. En effet, c'est seulement une partie du plaisir.
Je crois que c'est sur une partie de jambes en l'air. Ça aurait marché aussi, ça. Ça Ouais, puis c'est ça. Tu dois être pas très Ouais. loin Ouais. T'es dans ce domaine-là. Ouais. Le plaisir et performance, ça peut amener ce genre de choses, Ouais. de dérive. Et l'autre, c'est... moi, j'ai dit dans l'ascenseur tout à l'heure, c'est... faites comme Kipchoge, courez plusieurs lièvres à la fois. Pas mal. Conseil Donc marathon. laquelle on garde et laquelle on publie? Je dirais... la course à pied n'est pas qu'une partie de plaisir. En effet, ce n'est qu'une partie du plaisir. C'est beau. La C'est barre est haute. la barre est Jocelyn, haute ouais. et, Appelez-moi Renaud Lavellini. et c'est dur de passer plantisme derrière. même. du Du coup. Plantis, Armand. Alors moi c'est mi-drôle, mi-figue, mi-raisin un petit peu. Ça fait 3 mi, ça. Ça fait- Mi-drôle, ouais. mi-figue, mi-raisin. Ouais, c'est Mm. mi-mi-mi quoi. Quand les burgers sonnent, les légumes sortent par la fenêtre. Référence. Aïe, aïe, aïe. Wow. Oh, mais t'étais inspiré hier soir. Ouais, bah du coup je me suis couché tard mais pas pour rien quoi. Franchement, ça valait le coup de faire une nuit blanche pour Ouais, ça. là. Alors moi, j'aurais pu recycler celle du premier épisode, parce qu'il y avait déjà le mot plaisir, en fait, je m'en suis rendu compte après coup. Là où il n'y a pas de glycogène, il n'y a pas de plaisir. Mais bon, ça serait un petit peu redondant. Il y en a une un peu plus philosophe. Il n'y a pas de petit plaisir, il n'y a que des grandes performances. Voilà. Oh. Chacun à sa hauteur, toujours, c'est ce que je dis. T'acceptes que je me la fasse tatouer ou pas? Ouais. Parce qu'elle est Cheville vraiment bien. gauche. Mais pour moi, ce sera qui trop néglige son plaisir risque de voir sa performance moisir. Ça Ah, passe. ça nous embouche un coin. Ouais, j'ai l'impression. Ça vous stupéfie. Super. Ouais. Je sais pas, ça vous stupéfait. Comment passer simple, je sais pas. Voilà, allez voter. Là, vous avez l'embarras du choix. Il y a 3 approches assez différentes. Merci, messieurs, pour ces poteaux de la fin. Merci surtout pour votre regard et votre éclairage sur ce sujet alimentation, plaisir et performance. On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour la suite, pour un nouvel épisode hors série. Popote, merci de votre présence. Portez-vous bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Toi, Baptiste, ça va être... là, ce qui va t'attendre, à l'issue de cet épisode, ça va être la prépa Exactement. pour les c'est- championnats du monde, encore et toujours, qui se profilent au mois de juin. Exactement. De kiffer cette prépa et de continuer à kiffer la démarche dans laquelle je me trouve et sur ce chemin, croiser des popotes aussi cool que vous. Merci. Et toi, Jocelyn, c'est de quoi pour les semaines qui arrivent? Je sais Se pas. faire flinguer dans une ascension de col J'ai- par Baptiste Chassagne. Je crois que je vais accompagner Baptiste sur un stage et je vais prendre le vélo, donc si je peux lui mettre 1 ou 2 minutes en haut d'école, je serais pas contre. Tu vas pas te priver. Ouais. Tu nous raconteras ça. Merci, à bientôt. Merci. Merci Salut. Guillaume, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Il a dit Sidas Matrix. Il l'a dit. Sidas on l'a. Matrix. Mais par contre, On l'a. toi t'as dit Sedas Matrix. Ouais. C'est pas vrai. T'as dit Sedas Matrix. Aïe aïe aïe. C'est Sidas parti, il y a un mail automatique qui part avec en copie Thomas et Simon. Avec Ouais. Électrocution sur le canapé. On ferme. Clac. Merci.